Je joins à Washington Azeb Volodygorgis et Raphaël Jacob à Montréal. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, Patrice. Toujours très apprécié, ce panel américain. Je ne veux pas qu'on passe trop de temps sur les sondages, parce que c'est loin, novembre, mais quand même. Je vous montre un CNN qui donne quelques points d'avance à Donald Trump. Ça, c'était dimanche au Ferreur. Aujourd'hui, The Economist sort un autre sondage où Donald Trump est en avance d'1 point. Ça, c'est à égalité, donc. Et dans les États clés, je vous les montre en rafale. Bien, Trump a une légère avance dans tous les États clés. C'est pas compliqué, pour résumer. Alors, Azeb, est-ce que c'est le sentiment général chez les analystes aux États-Unis que actuellement, là, il y a un léger avantage pour Trump dans les États clés, donc dans le sondage national? Oui, Patrice, écoutez, il a vraiment une longueur d'avance sur Joe Biden. Vous savez, c'est quand même assez étonnant parce qu'il est en plein procès criminel, mais il continue à être extrêmement populaire. On peut dire qu'en fait, Trump, on pourrait dire que par rapport à Joe Biden, il sait lire la population, il sait lire un peu plus le peuple américain que Joe Biden. Je vous donne juste un exemple. Les campus américains, on a vu qu'ils se sont enflammés. Ça fait quand même quelques semaines que ça dure. La première fois que Joe Biden s'est adressé aux Américains, c'était seulement hier. Alors que Donald Trump, chaque occasion qu'il a, juste avant d'entrer dans son procès, il a un petit commentaire. Il avait encore un commentaire 2 jours avant Joe Biden en disant « Où est Joe Biden? Comment ça se fait qu'il ne dit rien? » Alors que le pays, nos campus sont en train de s'enflammer. Donc Donald Trump a une longueur d'avance. On sent que les Américains le soutiennent. En tout cas, bon, c'est sûr que Joe Biden a encore une certaine popularité, mais on sent que Trump, il a plus de connexion, si vous voulez, avec les Américains. Dans les États clés, dans les États pivots, jusqu'à présent, tous les sondages indiquent que Donald Trump l'emporterait s'il y avait des élections demain au Michigan, au Wisconsin. Michigan, on sait qu'il y a énormément de gens qui vont voter désengagés à cause justement de la question palestinienne. Donc, pour le moment, Donald Trump l'emporterait dans les États clés. Le vote populaire, ce serait Joe Biden, mais dans les États clés, ce serait Donald Trump. Et c'est ce qui compte le jour des élections. Et on le rappelle, puis j'aime le rappeler à chaque fois, Raphaël Jacob, le vote. Pour ça que le sondage national aux États-Unis, il faut toujours être prudent, parce que le vote populaire, c'est une chose. Tous les Californiens peuvent bien voter pour Biden, mais il n'y aura pas plus de grands électeurs que renferme la Californie. Alors, il y a une répartition avec les grands électeurs. Raphaël, votre lecture de l'état de la course aujourd'hui? En fait, Patrice, avant de vous parler de l'état de la course aujourd'hui, je vais vous parler de l'état de la course il y a 6 mois. Parce que je vais prendre la balle au bon. Vous avez commencé en mentionnant, et vous avez raison, sur le fond, on le répète toujours, 6 mois, c'est une éternité en politique. Il reste maintenant 6 mois avant le scrutin. Alors, replongeons-nous à où est-ce qu'on était il y a 6 mois, début novembre, et prenons les 3 États clés des Grands Lacs. Michigan, Wisconsin, Azeb y a fait référence il y a un instant, Pennsylvanie. Pourquoi ces 3-là? Parce que lorsqu'on écarte les autres États clés où M. Trump clairement semble être en avance de façon assez confortable, il serait à 268 grands électeurs. Sans avoir le besoin de sortir la carte, là, ça veut dire concrètement qu'il lui manque un seul État pour gagner. C'est 270, je rappelle 270, aux gens. mais s'il en avait 269, il serait essentiellement assuré de gagner. Bref, vous prenez l'état de la course. Au Michigan, il y a 6 mois, M. Trump avait une avance en moyenne dans les sondages d'1 point. Aujourd'hui, c'est quoi en moyenne? 1 point. Regardez le Wisconsin, il y a de cela 6 mois, M. Trump avait une avance d'1 point. Aujourd'hui, c'est une avance de 2 points. Pennsylvanie, il y a 6 mois, il avait une avance de 2 points. Aujourd'hui, c'est 1 point. Le point étant simplement ceci, ça bouge extrêmement peu. Et pour tous ceux et celles qui se disent, il y a plein de choses qui peuvent se produire entre maintenant et le jour du vote, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va vraiment venir renverser la tendance qu'on observe depuis, non pas des semaines, mais encore des mois? Ça, c'est une question, je crois, qui mérite d'être posée. Et un point additionnel par rapport à ce qu'Azeb a mentionné pour le contraste entre M. Trump et M. Biden. Je comprends que les sondages nationaux ont leurs limites là, pour ce qui est de leur utilité dans un contexte du collège électoral, mais dans le sondage CNN, le premier que vous avez montré à l'écran, il y avait une autre question qui ne portait pas sur les intentions de vote, mais qui était aussi, sinon plus révélatrice, et pour M. Biden, aussi, sinon plus inquiétante. On demandait aux Américains et aux Américaines comment ils jugeaient de façon rétrospective, en regardant en arrière la présidence Trump, et comment ils jugeaient la présidence Biden. Évidemment, on parle de rétrospective. C'était pas comme ça qu'on le jugeait à l'époque. Mais en regardant 4 ans plus tard, on avait 55 des Américains qui disaient que la présidence Trump était un succès, 61 dans le même sondage des Américains qui disaient que la présidence actuelle de M. Biden était un échec. Donc oui, ça peut changer, mais présentement, il y a un favori, pas de beaucoup, mais c'est M. Trump.
Et c'est important, Azeb, je vais vous relancer là-dessus avant d'aller sur les campements. C'est que les Américains, et tous les sondages semblent le confirmer, ont l'impression que c'était mieux avant, que l'économie se portait mieux sous Trump et que l'immigration était sous contrôle sur Trump. Et c'est deux vecteurs très importants dans l'opinion publique, ça. Voilà, et c'est ce qui touche vraiment à la population. En fait, le pari des démocrates, ils misent vraiment sur la question de l'avortement. Ils espèrent avoir le vote de la majorité des femmes, des hommes. Ils espèrent que l'avortement sera vraiment là où les Américains vont voter vraiment sur cet enjeu-là. Mais quand on discute avec l'Américain moyen, bon, on nous parle évidemment de la question migratoire et Donald Trump a accordé une entrevue, vous savez, au Time Magazine en disant, alors voilà, quel genre de présidence, à quoi devrons-nous s'attendre, lui demander le journaliste. Et il est très très clair dans ses intentions. Il dit qu'il va expulser des millions de personnes qui sont illégalement aux États-Unis. Il parle de 15 millions de personnes sur l'économie. Bon, il dit évidemment qu'il va relancer l'économie. Donald Trump, il a cette espèce de qualité, entre guillemets, où vraiment il dit ce qu'il va faire et il le fait. Donc on sait exactement à quoi s'attendre sur le genre de présidence que Donald Trump aura. Et on a l'impression que les Américains, l'agenda de Donald Trump leur plaît, si vous voulez. Vous savez, quand on parle de démocratie, bon, ils disent, écoutez, c'est loin, le 6 janvier, il faut en revenir. Il y a cette espèce de... Alors que l'économie, la question migratoire, ça les touche de près. Et là-dessus, évidemment, Donald Trump martèle le même discours. Et ça semble marcher, en tout cas pour le moment, mais évidemment, c'est encore trop tôt. On est à 6 mois des élections présidentielles. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Ouais. Mais c'est important ce que vous dites, puis ce que dit Raphaël, parce que à la question que les gens posent constamment, et surtout au Canada, mais pourquoi les Américains votent Trump? Bien, immigration, économie, là, Raphaël, c'est pas compliqué, là. Absolument, et surtout auprès des électeurs indépendants, ceux qui sont plus modérés, ceux qui sont, si on veut, partagés souvent entre les deux partis majeurs. M. Biden, il faut toujours le rappeler, a remporté ces électeurs-là par plus de 10 points de pourcentage en 2020. Présentement, dans à peu près tous les sondages, soit il est à égalité dans le meilleur des cas, où il est en arrière de M. Trump. Et le facteur numéro 1, de loin pour ces électeurs-là, c'est la question de l'économie, de l'inflation particulièrement. Et un point additionnel, Azeb, à juste titre, a mentionné les questions migratoires. Lorsqu'on sonde les électeurs qui ont voté pour M. Biden en 2020, il y a 4 ans, et qui maintenant considèrent voter pour M. Trump, ils sont largement en faveur des mesures proposées par M. Trump sur l'immigration, voilà. Que ce soit la construction du mur, que ce soit la déportation massive. Ils n'étaient pas là il y a 4 ans. Mais avec les bouleversements des dernières années, ils semblent avoir changé non seulement leurs opinions sur la migration, mais également leurs intentions de vote. Là, il y a 2,4 millions qui est arrivé illégalement aux États-Unis. Oui, allez-y, Azeb, allez-y. Oui, alors, en fait, très rapidement, l'État qu'il faut surveiller, c'est l'État de l'Arizona, puisque là, il y a la question de l'avortement et il y a la question migratoire. Et c'est un État pivot qui a été remporté de très peu là, par Joe Biden. Donc ça, c'est un État qu'il faudra surveiller de près. Très bien, très bien. L'automne va être extraordinaire sur un plan d'analyse politique. Un mot sur les campements. Donc, vous en avez parlé, Azeb. M. Biden, ça le place dans une situation délicate. Droit de parole, en même temps, jusqu'où on va. Ça ramène aussi la guerre à Gaza à l'avant-plan. Blinken a réessayé de faire accepter le plan de cessez-le-feu par le Hamas. C'est toujours pas fait. Alors, Raphaël, comment ça joue actuellement dans la dynamique, là? Bien, d'abord, avant tout, parlons-nous de ce qui se passe là-bas, ce qui se passe au Moyen-Orient, parce qu'on, pardonnez-moi l'expression populaire, mais on peut taper à grands coups de je t'aime à vita aeternam sur les manifestants et les étudiants sur les campus. La réalité, c'est que la source de colère, c'est ce qui se passe là-bas. Et tant que ce qui se passe là-bas ne changera pas, la colère ne s'estompera pas aux États-Unis. Ça, c'est une chose. Vous mentionnez M. Blinken. Écoutez, cette semaine, il en était à son 7e voyage dans la région depuis les attentats d'octobre dernier. Ça semble avoir des résultats, pour le moins, qui sont extrêmement limités. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est des campus, la bonne nouvelle, si on veut jusqu'à un certain point pour M. Biden, c'est que même si on en parle énormément, et sur le fond, on fait bien en parler, c'est un enjeu qui est légitimement important, ça ne percole pas tant que ça dans l'opinion publique. Donc oui, évidemment, les médias en parlent énormément, mais c'est très, très loin pour l'instant d'être aussi haut dans la liste de priorités des Américains que, par exemple, pouvait l'être le Vietnam. On a fait plusieurs parallèles, incluant moi-même dans les derniers jours par rapport à ce qui s'est passé à la fin des années 60. On n'est pas là pour ce qui est de l'importance qu'on accorde à l'enjeu, mais c'est sûr que ça divise la coalition électorale de M. Biden. Pour une raison évidente. C'est qu'on n'en voit pas. Au Vietnam, les Américains allaient se faire tuer là-bas. Là, actuellement, on voit ça avec une certaine distance. Il n'y a pas de soldats américains sur le terrain. Azeb, comment tout ça joue, d'après vous? Alors,
Bah écoutez, là où vraiment ça pourrait être dangereux pour Joe Biden, c'est le vote des jeunes sur la question justement palestinienne. Vous savez qu'une bonne partie de son électorat jeune démocrate, vous savez ce que Alexandria Ocasio-Cortez a réussi à joindre, les Rachida Tlaib, les Ilhan Omar, tout cet électorat-là pourrait se tourner contre Joe Biden à cause de la question palestinienne. Donc la façon dont il est en train de gérer non seulement le conflit à Gaza, comment ça va se terminer finalement, mais également comment il gère les étudiants ici aux États-Unis. Il y a eu quand même plusieurs campus là où les étudiants ont manifesté. Ce sont des jeunes, des électeurs qui votent normalement pour Joe Biden. Donc il ne faut pas qu'ils se mettent à dos non plus cet électorat-là, parce que jusqu'à présent, la plupart, en tout cas à ceux où on a parlé, ils nous ont dit que vraiment, ils ne voteront pas pour Joe Biden. Que ce soit au niveau même des profs, du personnel universitaire qui avaient voté pour Joe Biden en 2020, là ils vont voter. Oui, voilà. Ils vont peut-être voter indépendant, si vous voulez, ou pour un autre parti. Très bien. Très rapidement, Patrice, le point que vous venez de mentionner avec Azeb, il est clé. Il faut que les gens le comprennent, parce qu'il y en a plusieurs qui se demandent en quoi est-ce que M. Trump serait plus pro-palestinien. Évidemment qu'il ne le serait pas. Il serait encore plus farouchement pro-israélien. Le risque pour M. Biden, ce n'est pas de perdre directement des voix à M. Trump sur cette question-là. C'est que ces électeurs-là, ces électrices-là, effectivement disproportionnellement plus jeunes, soit restent à la maison ou votent pour des tiers partis qui risquent d'être un facteur important cette année. Bon, je vous présente Kristi Noem, gouverneur du Dakota du Sud. Vous avez dit, Raphaël, que c'est le vidéo de la semaine. On écoute ça, vous allez, vous deux, nous expliquer. On voit un Golden qui regarde la télé. On écoute. Est-ce qu'on écoute ou on écoute? Animals that attack and kill livestock can be put down in situations like this. But I'll tell you, Sean, to farmers and ranchers, they expect it. They know that once an animal like this starts killing Alors, le and chien starts killing, va se cacher parce que Kristi Noem a dit dans une autobiographie, Raphaël, qu'elle avait tué son chien à bout portant, qui était méchant ou qui était pas bien ou qui était vieux, je sais pas. Et là, il n'était pas dressable, a-t-il dit. Elle l'a tué à bout portant. Scandale aux États-Unis. Était-elle pressentie ou l'est-elle toujours pour être colistière de Trump? Oui, vous allez comprendre évidemment que j'avais partagé ça sur une note humoristique. Sur le fond, en même temps, il y a quelque chose de réellement sérieux parce qu'elle était sur la très courte liste, peut-être qu'elle l'est encore jusqu'à un certain point, pour être la colistière de M. Trump, gouverneur sortant du Dakota du Sud. Et là, effectivement, avec cette espèce d'ouragan médiatique depuis les derniers jours, s'est remis en question. Il y a ça, il y a le fait que dans le même livre qui, en principe, doit paraître, sauf erreur, au début de la semaine prochaine, mardi, elle déclarerait avoir rencontré en personne le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, alors que ce serait faux. Et là, on se pose de sérieuses questions par rapport à son jugement politique, c'est-à-dire pourquoi aller déclarer de telles choses dans un ouvrage qui clairement sert à mousser une éventuelle possible candidature vice-présidentielle. Donc, disons que ses chances d'être la colistière de M. Trump, évidemment que c'est extrêmement imprévisible, là, mais sont peut-être un petit peu moins élevées qu'elles ne l'étaient à pareil stade il y a une semaine à peine. Mais, tu sais, on en rit, c'est sûr, c'est léger, mais Azeb, ça montre que les Américains aiment beaucoup leurs chiens, là. Et d'ailleurs, il y a des gens qui reprochaient à Trump d'être le seul président américain dans l'histoire à ne pas avoir de chien à la Maison-Blanche, mais cette politicienne, ça serait étonnant qu'elle se retrouve avec lui colistière, Azeb. Oui, ça serait étonnant. Mais en tout cas, elle a essayé de justifier ce geste en disant qu'en fait, c'est un chien qu'elle avait sauvé, si vous voulez, qu'elle avait récupéré, et que là, il commençait à devenir dangereux pour sa famille. Donc, elle n'avait pas le choix et que ça a été une décision extrêmement difficile de l'abattre. Donc, elle a essayé de se rattraper, mais évidemment, ça a été viral, là, le fait qu'elle ait fait cet aveu-là. Et ce qui est intéressant, Patrice, c'est quand même, on ne sait toujours pas qui est le colistier ou la colistière de Donald Trump. Et les conventions, c'est bientôt, là, c'est juillet, août, on commence les conventions. Et Donald Trump veut garder vraiment la surprise jusqu'à la dernière minute. Vraiment, ils sont en train de faire la file devant lui. Les gens lui font des révérences pour pouvoir avoir ce ticket-là, pour pouvoir devenir son vice-président ou sa vice-présidente. Et encore là, le mystère de Moranti, il y en a beaucoup encore qui sont en lice et on ne sait toujours pas vraiment qui sera sa favorite, si vous voulez. Très Raphaël, on ne sait pas, Raphaël, en effet. Non, très rapidement, ce qu'Azeb vient de dire, c'est littéralement vrai. C'est-à-dire qu'il y a présentement, au courant en fait, des prochains jours, carrément ce qu'on pourrait appeler des auditions devant M. Trump en privé et devant des donateurs républicains. Et là, on parle de très, très courtes listes. Ça inclut M. Vance, le sénateur de l'Ohio, M. Scott, le sénateur de la Caroline du Sud, Mme Noem possiblement, ainsi que M. Rubio, un nom qu'on va chercher des Boulamites, là, qui était un rival de M. Trump en 2016. Bref, effectivement, une annonce qui doit assurément tomber d'ici juillet parce que c'est là qu'aura lieu la Convention républicaine.
Merci beaucoup à vous deux. J'aime beaucoup faire ce panel avec vous deux, Azeb et Raphaël. Merci. Bonne fin de semaine. Merci.